Un grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Tech & Co pour ce nouveau numéro du HE, l'Ultra Haute Émission. Vous savez, tous les mois on se retrouve pour parler de séries, de films et évoquer les plus belles images et les plus beaux sons. Avec au sommaire, on va se faire un point sur les plateformes de SVOD. Certaines sont en difficulté avec notamment Salto. On fera le point avec Pascal Le Chevalier dans quelques instants. Quelles sont les séries du mois qui buzzent le plus ? Eh bien, Guillaume Boutin de Sens Critique sera avec nous avec un joli programme pour cette fin de mois de novembre. Et puis, tiens, on découvrira une plateforme de AVOD qui va arriver dans quelques temps et dont le financement se fera par des bandes annonces de films qu'on verra avant le film. C'est plutôt intelligent. On en parlera avec l'un des fondateurs de ce service. Merci d'être avec nous. C'est parti pour UHE sur la chaîne Tech & Co. Voilà, donc ce rendez-vous dédié à toutes les séries, les films, les images, les sons que nous vous proposons tous les mois donc sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs Orange, Free, SFR, Bouygues, vous le savez, en VOD, en SVOD. Vous pouvez retrouver tous nos programmes de la chaîne Tech & Co sur RMC, BFM Play, sur YouTube aussi. Merci en tous les cas d'être là. Et on attaque ce numéro du HE avec l'actu de la SVOD de ce mois. Et avant tout cela, je vous présente quand même nos invités, la team du HE que vous connaissez. Pascal Le Chevalier est là. Salut Pascal. Bonjour François. Ravi de te retrouver. En face de toi, c'est Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut François. Voilà, comme tous les mois, on fait le point sur toute l'actualité des séries, des films. Et rappelons que Guillaume est le cofondateur du site Sens Critique. Tout va bien Sens Critique ? Très bien. Voilà, beaucoup d'avis, beaucoup de bonnes choses en cette fin d'année 2022. On va en parler dans quelques instants. Alors c'est pas une super cuvée là, ouais. Il sera peut-être mieux en décembre, c'est pas mal, mais il n'y a rien de... Par rapport à la dernière qui était très quali, là c'est pas mal. Petit coup de mou, on va dire. Ouais, on va en parler dans quelques instants. L'actualité donc de la SVOD, Pascal, t'as pas chômé là ces derniers jours, parce que franchement, c'est quand même assez costaud. On va parler du rachat d'OCS qui visiblement serait acté par Canal. On va parler aussi de Disney+, qui n'est pas en super grande forme. Mais pour débuter, le service français de SVOD Salto, qui serait en grande difficulté, tant et si bien que en fait, les actionnaires principaux de Salto pourraient claquer la porte. Oui, alors en fait, c'est lié à l'histoire du rapprochement empêché entre TF1 et M6, puisque 3 actionnaires, TF1, M6 et France Télévisions. Donc France Télévisions avait déjà dit son souhait de sortir du deal si TF1 et M6 se mariaient. Il se trouve que le mariage a été refusé par les pouvoirs publics et là on arrive à un moment où les 3 acteurs, et en particulier les 2 chaînes privées, ont elles-mêmes lancé leurs propres initiatives avec des services de AVOD, des services de SVOD, des services de replay. Et le problème, c'est que Salto, ça a coûté très cher jusqu'à aujourd'hui. 2020-2021, on parle de plus de 120 millions d'euros d'investis dans la plateforme. Et donc, la presse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'information officielle, mais en tous les cas, les actionnaires auraient acté la fin de la plateforme en ce qui les concerne, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas rachetée par quelqu'un. Mais en tout état de cause, je pense que ça va être compliqué de voir un bel avenir à Salto. Oui, Salto qui, au départ, avait été, on va dire, mis en place pour... combattre et concurrencer un peu les Netflix, les Amazon Prime, etc. C'était un peu courageux quand même de la part de ces acteurs de l'audiovisuel français. Ouais, mais dans ce que disait Pascal, ce que je note, c'est qu'au final, on dit c'est des gros budgets, mais en fait, quand tu veux pénétrer le marché grand public de la SVOD sur un territoire comme la France, ça reste des tout petits budgets en fait. Oui. Comparé au budget de Netflix, Prime ou même Canal, oui. C'est rien du tout comparé aux autres. Et puis, je pense qu'il faut quand même le dire, ce projet était né quasiment d'une espèce de volonté politique de riposter à l'envahissement des Américains. Et on sait bien que quand c'est des décisions politiques qui pilotent le business, il n'y a peut-être pas non plus l'envie, la motivation, c'était compliqué. Je pense que ça s'est traduit par les moyens, puisque si je ne dis pas de bêtises, le budget de lancement de Salto, je crois, était de 50 millions, qui comprenait l'acquisition des programmes pour la première année. Oui, 50 millions quand on sait que Netflix met des milliards et des milliards de... Je crois que c'est ne serait-ce que même sur le marché français, oui. C'est même sur le marché français, ils produisent plus, mettent plus de budget en prod, donc tu as quand même
À côté de ça, faut quand même rendre à Salto ce qui lui appartient, c'est que si le chiffre annoncé dans la presse de 900 000 abonnés payants est atteint, c'est pas complètement nul. Alors, c'est sûr que par rapport aux 10 millions d'abonnés de Netflix, on va dire que c'est pas comparable, mais aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme française qui a réussi ça. Et le drame, parce qu'il faut quand même aussi dire les choses, c'est que c'est comme un peu tragique de voir que des initiatives locales n'arrivent pas à survivre dans ce monde qui est ultra dominé par des services étrangers. Oui, mais après aussi, structurellement, au départ, c'est vrai que... Alors, c'est toujours facile de refaire le match à la fin, mais c'est vrai que tu te dis réunir à la même table TF1, France TV et M6... Ils sont concurrents sur un projet commun avec... féroces. Exactement. Tu te disais, bon, s'ils y arrivent, c'est quand même chaud. Bon, on verra bien comment ça va se passer, terminer, tout ça, se terminer. Autre service de SVOD qui va mettre la clé sous la porte, c'est Lionsgate. Oui, alors Lionsgate, qui est un mini-studio américain, qui avait une offre qui s'appelait Stars, qu'ils auront baptisé il n'y a pas très longtemps, je crois en octobre d'ailleurs, avec une méga campagne de pub. Alors il y en a eu partout dans le métro, d'ailleurs il y a encore les affiches dans le métro, donc la régie qui a vendu doit être contente, mais donc ils ont annoncé, avec la publication des comptes fin octobre, ils nous ont appris qu'ils allaient fermer dans 7 pays, et donc rideau sur l'offre de Lionsgate+. D'accord, qu'on retrouvait, je crois, dans l'offre de MyCanal. Starsplay, Starsplay, tu l'avais en OTT et sur Canal. Voilà. Et sur Amazon aussi. Donc ce service va disparaître. Il disparaît. Du catalogue français. 7 pays, on retire. Donc, en fait, le problème de Lionsgate, c'est qu'ils essayaient de séparer les deux activités, voire de les vendre studio plus service on demand. Apparemment, ils n'ont pas réussi à trouver la bonne équation et la bonne valorisation. Et face aux dépenses à réaliser pour maintenir le service dans ces 7 pays où ils n'ont pas dû atteindre le niveau d'abonnés requis par rapport à leurs prévisions, ils préfèrent arrêter parce que là, pour le coup, c'est perdre de l'argent pour rien. Et c'est un peu le même problème que Salto à une autre échelle. On est sur une échelle mondiale, mais au final, à l'échelle mondiale, ça reste un tout petit acteur qui a très peu de programmes locomotifs. Je crois qu'il y en a un ou deux un petit peu qui ont porté la plateforme, qui sont sortis un petit peu en termes de notoriété, mais il n'y avait pas de programme fort derrière. Et donc ces programmes vont être dispatchés au plus offrant en quelque sorte. Ils vont vendre leurs programmes. Ils revendent, ils vont revendre à Netflix, ils vont revendre à Amazon en direct. Enfin, ils ont tous une activité de broker de programmes, donc ils peuvent exploiter et licencier derrière. Ça ne changera rien. Mais ça montre quand même que le marché commence à se durcir. Et là, c'est après les deux l'abondance, maintenant, on rentre un petit peu dans la raison et l'optimisation de tout ça. C'est la conquête. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une accélération depuis 4-5 ans, on va dire, avec l'accélération de Prime, le lancement de Disney+. Et là, tout le monde est parti très très fort. Disney avait des objectifs de recrutement d'abonnés qui étaient énormes. Et c'est vrai qu'ils ont atteint Disney. Ils ont atteint des objectifs, en vrai, sur leur nombre d'abonnés, c'est assez étonnant. Mais après, tout ça, ça a un coût. Exactement. C'est pas terminé, puisque en France, il y a aussi le service OCS, qui a été lancé à l'origine par Orange, et qui pourrait, là aussi, être racheté par Canal. Alors là, c'est plus qu'il pourrait, c'est que Canal est rentré en négociation exclusive avec Orange. Alors il faut savoir qu'il y a eu 2 épisodes. Ça fait longtemps qu'on parlait du deal entre HBO et OCS qui devait s'arrêter fin 2022 parce que HBO avait annoncé son lancement avec HBO Max dans tous les pays d'Europe, lancement repoussé. Et donc forcément, OCS se retrouvait sans le catalogue de HBO qui représentait un petit peu son trésor de guerre. L'essentiel du moteur, en fait. Alors il y avait les programmes, d'Orange Studio à l'intérieur, plus quelques achats, avec là aussi un portefeuille au bout de quelques années qui était de 3 millions d'abonnés. Mais le deuxième événement, c'est que Stéphane Richard a quitté la direction de l'entreprise et on sait bien que quand il y a des changements de gouvernance chez les telcos, il y a des accélérations. Il y a des accélérations, des choix qui sont faits, recentrage sur l'essentiel de ce qu'est Orange, c'est-à-dire de la fibre, du servicing, etc. Et donc l'offre média, le studio plus OCS, probablement, en négociation exclusive pour être acheté par Canal, puisque Canal détient déjà 34% d'OCS. On parle de plus de 500 millions d'euros de pertes depuis le lancement d'OCS. Donc là aussi, il y a un problème économique. Par contre, il y a un portefeuille d'abonnés qui est assez en adéquation avec ce que fait Canal. Et comme Canal est actionnaire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de candidats au rachat. Et donc, ils vont racheter la dette et puis ça va repartir. Ouais, mais en fait, ils achètent un peu une coquille vide parce que si justement le deal HBO s'arrête, ils rachètent OCS, mais qu'est-ce qui reste ? Les programmes, tu le disais, OCS Studio. Non, mais ils achètent les abonnés. Et puis quelques fonds de catalogue. Ils achètent le parc d'abonnés.
Oui, ils achètent des abonnés. Enfin, j'imagine. Oui, 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 oui. Et qui vont pouvoir tout de suite splitter sur des offres MyCanal. D'accord. Qui Ce qui est déjà le lui-même. cas, hein. Je crois que la moitié, si je dis pas de bêtises, pardon, excusez-moi, je suis à la télé, la moitié je crois, du parc d'abonnés est aujourd'hui distribué par Canal. Exactement. Dans le cadre des bundles de Canal. Ouais, et on rappelle que Canal a misé aujourd'hui sur de l'agrégation, donc est devenu un agrégateur distributeur de bundles. Donc il y a Paramount Plus qui arrive, ils ont Netflix, ils ont Disney Plus. Donc sur ce portefeuille d'abonnés d'OCS, il peut y avoir une offre super intéressante de migration et donc garder l'essentiel et surtout faire un bond en termes d'abonnés France qui a progressé sur l'année dernière chez Canal, mais peut-être pas suffisamment par rapport à la Là, concurrence. probablement, va falloir passer par la croissance externe maintenant. Et alors, où vont aller les contenus HBO alors? S'ils disparaissent d'OCS, ils vont aller où? Aujourd'hui, il y a un mystère. Il n'y a rien d'officiel en fait. Il n'y a rien d'officiel. David Zaslav, qui est le patron de Discovery, qui a racheté Warner Media pour faire un ensemble qui s'appelle maintenant Warner Bros. Discovery, en fait, parle d'un lancement dans certains pays d'Europe en 2024. Donc ça laisse encore 18 mois. Et ça va être 18 longs mois. On sait que, mais Guillaume nous en parlera, il y a déjà des deals qui ont été faits avec d'autres distributeurs sur des gros programmes HBO. Prime a racheté, a annoncé un accord, mais j'ai pas tout en tête, mais avec une partie du catalogue plus des nouvelles séries. Peut-être que demain sera le distributeur exclusif des programmes HBO au sein de l'offre Prime Vidéo. Et je rappelle que... Sinon, on sera au cas par cas, ce sera du gré à gré sur les programmes. Et Un Discovery... peu comme le fait Canal de temps en temps, en raflant quelques séries HBO, comme The Staircase que tu vas nous... Comme fait Warner, même dans la culture Warner a toujours... C'est l'exemple de Friends qui est sur Netflix, qui est quand même, pour l'anecdote, un des records de vues de Netflix encore aujourd'hui. Friends est chez Warner et à l'époque d'HBO, ils disaient non, ça nous rapporte. Enfin, le deal était hyper profitable avec Netflix. Ils disaient je suis pas sûr qu'on gagne autant d'argent en le ramenant sur HBO, donc vaut mieux ne pas avoir de religion et laisser Netflix distribuer le programme. Et moi, vu de l'extérieur, vu les propos tenus par Warner aux US, je suis pas du tout certain que HBO Max arrive un jour en Europe, en plus quand on voit que certains services sont en train de fermer. Surtout quand on voit cette consolidation de tous les services. Exactement. Là, franchement, il y a de quoi être frileux, se dire, voilà, lancer avec tous les investissements que ça nécessite un nouveau service de SVOD, alors qu'on est plutôt dans une logique maintenant de raison et de concentration. Et pardon, pour ajouter, la chance qu'a Warner, c'est qu'ils ont le choix en fait. C'est-à-dire que soit ils ont leur plateforme HBO, soit ils vendent leur programme aux plateformes, et ils ont quand même un des plus gros catalogues du monde. Bien sûr. Dans l'actualité aussi, c'est Disney+. Alors, avec un résultat paradoxal pour Disney, qui d'un côté gagne énormément d'abonnés, mais qui de l'autre engrange des pertes qui sont impressionnantes. Oui, alors la dernière actualité date de dimanche. Donc Disney a dépassé Netflix sur ses 3 portefeuilles d'abonnés, ESPN+, Hulu, donc qui sont des offres qui sont réservées au marché américain, plus Disney+, 235 millions d'abonnés dans le monde, supérieur aux 223 millions d'abonnés de Netflix. Mais le problème, c'est que sur le trimestre, ils ont perdu 1,4 milliard de dollars, et sur l'année, ils sont rendus à 4 milliards de pertes sur le online. Et donc, les résultats ont été publiés il y a une quinzaine de jours. Il y a une semaine, le patron de Disney, Bob Chapek, a fait un message à tous ses patrons en disant: vous avez interdiction de voyager, tout déplacement devrait être validé par la direction générale, et toutes les divisions, on va faire des revues d'effectifs pour voir ce qu'on fait. Sauf que dimanche après-midi, Disney a démis de ses fonctions Bob Chapek et a rappelé Bob Iger, qui est le patron... Qui était le précédent PDG de Disney. Qui est depuis 20 ans. Il y a 2 ans. Qui est parti il y a 2 ans. Très longtemps, Il a 71 ans et il vient de re-signer un deal pour 2 ans. Donc il y a le feu chez Disney. Et là aussi... Avec ces résultats en demi-teinte. Énormément d'abonnés. Enfin, franchement, l'objectif est tenu, voire même dépassé, mais ça perd de l'argent. Ça perd de l'argent parce qu'il faut acheter les programmes. Ils ont fabriqué aussi beaucoup de programmes exclusifs pour Disney+. Et à un moment donné, là où Netflix commence aussi, parce que les analystes regardent les résultats, Netflix dégage de la marge et des résultats positifs sur son exploitation, sur ses 223 millions d'abonnés, et les autres courent après, et les pertes s'additionnent de trimestre en trimestre. Et si vous n'avez pas la solution pour faire le ménage, soit sur les coûts, donc les dépenses, le marketing, l'exploitation, les achats de droits, vous savez que vous allez perdre presque infiniment. Et puis il y a le prix de l'abonnement aussi. C'est-à-dire que Netflix, Disney aujourd'hui a un prix hyper compétitif, puisqu'on est à 8-9 euros. Il va augmenter de 3 euros. Il va déjà augmenter, mais on est à la moitié de ce que propose Netflix. Donc il y a ça aussi, c'est que la Disney conquête... est à 20 euros, Netflix est à 20 euros. Oui, 20 euros si tu prends le full, total. mais donc ça veut dire que Disney était en conquête
donc avec des prix hyper attractifs et notamment au vu de l'offre. Et là, même moi, à mon avis, les 12 euros, ils vont pas rester. Je pense qu'ils vont pas rester longtemps. Je pense qu'on va très vite arriver aux 15 euros quand tu voudras le full avec le multi-compte, etc. Parce que probablement que l'équation économique ne tient pas, tout simplement. Si Netflix est à ce prix-là aujourd'hui, c'est que... Et c'est pour ça aussi qu'il y a sans doute des choses qu'on ne sait pas sur le départ et la remise en cause de la stratégie de Disney, c'est que l'offre avec pub doit arriver le 8 décembre. Et ils ont également des prévisions. Ils commencent à avoir les premiers chiffres aussi de ce qui se passe chez Netflix. Ça marche ou pas Netflix? On a des alors il y a des premiers chiffres qui sont sortis, il faudra les regarder. Ils parlaient pour 2023 de plus de 800 millions de dollars sur le marché américain de pub. On a tous regardé les annonceurs qui étaient présents en France. Ça va se juger dans le temps. Et puis surtout, il y aura une équation, c'est-à-dire qu'en face de ces revenus publicitaires, il faudra que tu mettes la baisse du prix de l'abonnement. Donc c'est pas, en plus c'est pas que de la marge puisque c'est pris sur le prix des abonnements. Et le transfert. Parce que tu passes de 8,99 à 5,99. Donc il faut que malgré tout tes 3 $ d'écart, tu les retrouves dans la publicité finalement. Et puis il ne faudrait pas que les mecs à 20 se désabonnent puisqu'on est sur du sans engagement et reviennent sur du 5,99. Mais alors après tu perds. Il y a aussi un truc en delà de la pub, c'est que l'abonnement donc pub, t'as pas tous les programmes. Tu n'as pas tous les programmes, alors visiblement c'est des contraintes de catalogue, et puis surtout tu perds le téléchargement du contenu, tu peux plus... Dans 720p. Voilà, t'es en 720p, etc. Voilà, donc alors évidemment, ces pertes chez les streamers, en tout cas chez les services de SVOD, ça engrange aussi des licenciements. Ouais, ça ne cheat plus tellement la SVOD, c'est plus très sympa. Donc Warner, ils ont fait -1000, Disney... On attend de voir ce qui va se passer. Netflix, il y a eu des départs. Oui, on s'en souvient, c'était il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois au premier semestre. Et puis il y a surtout du côté d'Hollywood une espèce de crispation parce qu'il y a quand même Meta, donc Facebook, et Amazon, qui a un service qui s'appelle Prime Video, donc ça fait partie de la galaxie, qui chacun ont licencié respectivement 11 000 et 10 000 personnes. Donc ça veut dire que là, il y a, si j'ajoute Twitter en plus, ça fait plus de 30 000 personnes là, qui en moins d'un mois se retrouvent sur le carreau avec des vrais problèmes parce qu'il y a énormément d'étrangers aussi. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de se passer aux États-Unis. Il y a des groupes qui se créent, même si ces entreprises ont filé 3 mois de salaire d'indemnité pour que les gens partent. Mais il y a une grosse crispation et on se demande si ça ne va pas enclencher, là sur les 2 derniers mois de l'année, une explosion des départs pour mettre tous les compteurs à zéro pour 2023 et repartir sur d'autres bases avec toujours pareil, le problème de la variable d'ajustement, ce sont les équipes. Et je pense que moi, à mon humble avis, si je fais une prédiction, je pense que c'est pas structurel, je pense que c'est une correction de marché en fait. Oui, je pense qu'à un moment le marché avait besoin de avec des mastodontes qui avaient besoin de récupérer des parts de marché quasiment à n'importe quel prix, j'allais dire quoi qu'il en coûte, et que là voilà, il va falloir restructurer un petit peu à la fois l'offre, les dépenses, mais à mon avis, moi je pense que dans mi-2023, entre mi-2023 et fin 2023, je pense qu'on sera revenu à des choses... Et puis on a vécu une période post-Covid qui a été qui était incroyable. En plus un peu la fête. Tous les services numériques explosaient, enfin voilà. Et là on est en train de corriger tout ça parce qu'on est sorti bien heureusement de cette période terrible sanitaire. Et donc les gens commencent à revivre à peu près normalement. Donc, c'est surtout la bourse. C'est Wall Street qui commence à corriger. Donc Wall Street a dit on ne regarde plus les abonnés. Donc pendant 3 ans, on regardait les abonnés et maintenant on regarde l'ARPU et les résultats. Et là, c'est un peu soupe à la grimace. Voilà pour l'actualité, il y avait pas mal de trucs à raconter. Pascal, tu restes avec nous. Quelque chose peut-être d'un petit peu plus gai, puisqu'on va parler contenu maintenant avec Guillaume. C'est le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Voilà le retour de l'ultra haute émission avec Pascal Le Chevalier, Guillaume Boutin. Guillaume, alors le top 5 des séries qui ont buzzé sur Sens Critique, qui est partenariat de cette émission UHE. Tu disais, bon voilà, cru. Ouais, bien, mais pas bien, mais pas. Le dernier était vraiment sympa quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a en rayon ce mois-ci? Eh bien, on va commencer par un grand classique de Disney plus Star Wars. On va parler de Andor. Alors, série qui est sortie il y a 2 mois. Mais je vous en parle maintenant puisque le dernier épisode vient d'être diffusé. Oui, donc on a une globalité de la série. Donc c'est la nouvelle série de l'arc Star Wars. Donc c'est alors, pour les fans, c'est un préquel de Rogue One
qui était lui-même un préquel de la trilogie. Et en fait, dans Rogue One, il y avait un héros, donc Andor. Et donc là, on va suivre en fait un petit peu la genèse de ce héros, ainsi que les débuts de la rébellion. Voilà pour vous faire le pitch. Alors c'était intéressant de suivre cette série parce que les dernières séries Star Wars, je pense à Boba Fett et Obi-Wan, ont été sèchement accueillis, on va dire, à la fois par la critique, par les utilisateurs. Bon, je pense que ça a fait des vues parce que c'est Star Wars, mais globalement, les fans n'étaient pas très contents. Il y a The Mandalorian qui a bien marché. Voilà, qui était la première, qui reste une référence. Voilà. 3e saison dans 2-3 mois en février. Mais là, vraiment, avec Boba Fett et Obi-Wan, il y avait eu un petit coup. Donc, on était assez curieux. Tout le monde était impatient de voir Andor. Et ce qui est marrant d'ailleurs, si je fais une petite aparté, même le plan promo d'Andor, c'est-à-dire que Disney, c'est pas une série qu'ils ont poussée, comme ils ont poussé Obi-Wan. Obi-Wan, c'était une énorme sortie pour eux. Ils l'ont poussé à mort. Andor, voilà, ils l'ont poussé gentiment. Et c'est plutôt une réussite. C'est même une réussite. On arrive à une moyenne de 7 sur 10, ce qui est à peu près la moyenne de Mandalorian. Et donc, c'est plutôt une bonne surprise. Et alors, c'est marrant parce que même les fans étaient un peu inquiets pendant les épisodes parce qu'ils trouvaient que ça partait bien et puis ils se disaient mais à quel moment est-ce qu'ils vont merder. Et en fait ils ont tenu la cadence quoi en quelque exactement sorte. Et je vais vous citer un de nos users, Lied, qui nous dit chaque semaine je redoute un peu plus le moment où la série va se planter dans les grandes largeurs tout en priant pour que la force soit avec nous et que cela arrive le plus tard possible. Donc c'est assez marrant. Le scénario est bien réussi, l'arc narratif aussi s'inscrit bien dans la continuité de la saga. Il y a des beaux décors, une vraie ambiance, et Andor qui est un peu un anti-héros et assez attachant. Donc voilà, ça fonctionne bien et je pense que ça plaira même au-delà des fans de l'univers Star Wars. Voilà, Andor donc sur Disney+, bien évidemment. Il y a une autre série Disney qui va arriver, Star Wars qui est prévue là. Oui, alors il y en a plusieurs. Ouais. Alors tu me prends de court. Juste la saison 3 de Mandalorian. Ouais, tu m'as dit en février, puis après d'autres, j'imagine. Il y en a 3, je crois, l'année prochaine, mais je ne les ai plus toutes en tête. Ouais. Après, c'est un risque quand même de tirer comme ça au maximum la franchise Star Wars. Ça fatigue. Voilà. C'est obligé, t'es Disney, t'as une verticale Star Wars. En fait, il y a 5 verticales aujourd'hui sur la plateforme Disney+, en France en tout cas. Star Wars. Tu dois les alimenter tout le temps. Donc, que ce soit Star Wars ou Marvel, des séries, on va en bouffer encore pendant quelques années. Et d'ailleurs, le PDG de Warner a dit les mecs, regardez ce que font les copains d'à côté, il nous faut revenir sur Harry Potter et tous les héros qu'on a. Et tous les héros qu'on a, il faut absolument faire des préquels, des sequels, etc. Donc je pense qu'on va en bouffer. On va avoir du Harry Potter qui va arriver en série. Oui, toutes les grosses licences en fait. C'est même une des plus grosses sorties jeux vidéo de début 2023. C'est le nouveau Harry Potter. Qui est une très très grosse sortie, donc de toute façon ça se décline. Mais c'est vrai que ça paraît tellement évident en fait. Ah oui, c'est ça le truc. Parce que c'est vrai que la franchise Harry Potter dort depuis des années. Warner sur les licences, de toute façon c'est pareil avec DC, Superman, etc. C'est toujours très 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 compliqué. J'avoue que Disney pour l'instant a quand même la recette. Possible qu'à un moment elle s'essouffle parce que on va pas bouffer des super-héros et du Star Wars pendant 40 ans. Tu sais, il y a des cycles, à l'époque il y a eu les westerns, etc. Tout à fait, Il y a un moment, probablement ça va bouger, mais ils sont encore bien installés sur le sujet quand même. Donc première série donc Andor Disney+. La deuxième qui buzz en ce moment sur Sens Critique, elle est sur Netflix et c'est le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro. Alors petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Guillermo del Toro, il adresse un public vraiment très cinéphile, pas très cinéphile. C'est le scénariste du Seigneur des Anneaux, c'est le réalisateur du Labyrinthe de Pan. C'est aussi le réalisateur oscarisé pour La Forme de l'eau. Donc voilà. On est sur Guillermo del Toro, c'est quelqu'un qui a son univers, d'ailleurs, un univers à mi-chemin entre le fantastique, étrange, ouais, tout à fait, mais c'est toujours c'est pas horreur, tu vois, t'es toujours dans l'étrange, et voilà, et pour terminer, il réalise d'ailleurs le prochain Pinocchio, qui sort là, début décembre sur Netflix. Prochaine adaptation, très attendue, parce que tu as le croisement entre un vrai auteur et le conte... à mon avis, ça va être moins fun que la version de Disney, je pense. J'espère plus réussi, parce que la version de Disney, elle s'est quand même fait sacrément... le Pinocchio de Zemeckis. Voilà, très moyen. Bref, dans cette série, donc, qui va nous en fait, donc, c'est une série d'anthologie, en fait, c'est Guillermo del Toro qui a demandé... à ses amis, à des collaborateurs, son directeur de la photo, etc., de réaliser en fait 8 épisodes, chacun étant indépendant. C'est un peu dans l'esprit de la 4e dimension, puisque il y a un présentateur, donc c'est Del Toro en fait, qui nous invite à chaque fois dans son univers, qui présente chacun des épisodes. Voilà.
sur un site comme Sens Critique, c'était ultra attendu. Parce que Guillermo del Toro, et on va retrouver l'histoire d'un pilleur de tombes qui se retrouve coincé, une autopsie qui dérape, pardon, 2 adaptations de H.P. Lovecraft. Donc voilà, on est vraiment dans l'univers cinéphile geek, et c'est pas mal, mais c'est pas fou. C'est 6,4, donc on sent une vraie déception. Et probablement dû au niveau inégaux, on va dire, des épisodes. Il y en a quelques-uns qui sont très réussis, il y en a quelques autres, voilà, donc on aurait pu s'attendre à une note bien meilleure, mais voilà, sur une série d'anthologies comme ça, enfin avec des épisodes anthologiques, et surtout avec des réalisateurs différents, il faut pouvoir tenir la longueur et une certaine cohérence. Oui, d'autant que c'est une série qui a dû... un investissement important pour Netflix. Hein, Guillermo del Toro. Oui, mais maintenant, Guillermo del Toro est un auteur Netflix, donc si tu veux, je pense que ça fait partie d'un deal global. J'imagine, et que, un peu comme Shonda Rhimes, des gens comme ça. Oui, et puis voilà, puis je te dis, un réalisateur oscarisé, Netflix sont très contents de le récupérer. Franchement, 100 millions de dollars, c'est quoi? Bagatelle. Oui, c'est vrai. Pour Salto, c'est beaucoup. Une vie. Dans les séries qui buzzent aussi ce mois-ci sur Sens Critique, il y a une autre série Netflix, c'est Inside Man. Tout à fait. Mini-série là. Une mini-série de 4 épisodes. Alors avec un joli casting. Enfin pour les initiés, c'est pas des grandes stars, mais il y a notamment David Tennant qui jouait dans Broadchurch et Doctor Who, Stanley Tucci qu'on a connu dans Prada, dans Hunger Games, c'est un grand second rôle. Donc joli casting. Alors c'est très compliqué à pitcher comme série, ce qui est rare chez Netflix d'ailleurs. Normalement, une série Netflix, ça se pitch en une phrase. Là, en 2 mots, en fait, on va suivre 2 destins qui vont se rejoindre. On va suivre d'abord un pasteur qui est victime d'un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve impliqué dans un meurtre, et en parallèle un prisonnier qui est condamné à mort, qui est dans le couloir de la mort en fait, et qui aide des personnes à résoudre des énigmes en attendant leur exécution. Et un événement que je vous raconte pas, parce que sinon ça devient du spoil, va faire qu'ils vont se réunir et leurs destins vont être liés. Il y a une petite influence des frères Cohen, on va dire, dans le sens où on a des quidam qui se retrouvent projetés à faire des choses qu'ils n'auraient pas aimé faire, projetés d'une réalité assez ennuyeuse, j'allais dire, et qui bascule dans des choses assez glauques. Voilà. C'est moyen, c'est 5,9, c'est pas la cata, ça se regarde. Apparemment la série démarre parce que je l'ai pas vu, mais la série démarre très bien, mais au bout du 3e épisode, le scénario s'essouffle un peu. Donc voilà, ça se regarde, mais sans plus. Voilà, 4 épisodes, hein, donc ça va relativement vite. Du côté d'Amazon, de Prime, c'est la série Périphérique aussi. Tout à fait. C'est la nouvelle série des producteurs de Westworld. Je fais une parenthèse, j'adore quand les mecs ne savent pas quoi dire sur une série, on va chercher les producteurs de la série. Ça fait penser aux affiches de films, tu sais. C'est par le second réalisateur du film Alien. C'est le premier élément de la bande-annonce de la série, c'est par les producteurs de Westworld. Bon, après, c'est vrai qu'on peut imaginer que les producteurs de Westworld, c'est quand même un gage de qualité, non? Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est les producteurs. Après, alors on sait que avec Westworld, on part dans une série, on va se faire des bons nœuds au cerveau. C'est avec Chloé Grace Moretz, qui est un peu l'icône teen américaine, actrice qui joue dans du grand public, mais assez reconnue. Et c'est plutôt une bonne réussite, j'avoue, sur le papier, parce qu'on est à mi-chemin entre l'anticipation et le fantastique. Et c'est 7 de moyenne, c'est plutôt inattendu et plutôt une bonne surprise. Alors, on est sur une proposition qui n'est pas très originale, puisque globalement, l'héroïne va se retrouver projetée dans des univers parallèles qui sont censés être le futur, mais qui peut-être sont un monde parallèle, etc. Bon, il y a un peu de Matrix, un peu de Matrix, un peu de choses comme ça. Mais voilà, le scénario fonctionne très bien, et pour le coup, malgré la complexité du scénario, c'est plutôt bien écrit, c'est bien réalisé. Donc voilà, c'est pas la meilleure série de l'année, mais c'est quand même une bonne reco Sens Critique. Voilà, une bonne surprise en tout cas, hein, sur Prime Video, Périphérique. On termine cette sélection, Guillaume, par MyCanal maintenant, avec une série HBO. Tout à fait. On l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que HBO éparpille un peu ses contenus un peu partout. Alors en France, c'est beaucoup Canal quand même, HBO. De mémoire, je ne sais pas si je les ai vus sur d'autres plateformes que... il y avait OCS avant. Oui, en hors OCS. Ah oui, hors OCS. Et donc là, la série The Staircase.
Tout à fait, c'est la série True Story du mois. En 2 mots, c'est un auteur de romans policiers à succès qui s'appelle Michael Peterson qui va appeler la police pour signaler que sa femme a fait une chute dans l'escalier et qu'elle est morte. Et voilà, donc c'est tiré d'une histoire vraie. Et l'enquête va très vite révéler les incohérences et les soupçons vont se porter sur ce romancier avec les médias qui vont s'en mêler, donc grosse pression, etc. Ce qu'il a tué, ce qu'il n'a pas tué. À noter que c'est un très beau casting, hein, Colin Firth dans le rôle du romancier et Toni Collette. C'est excellent d'ailleurs dans la série, comme toujours. J'ai envie de dire. Il y a même Juliette Binoche qui a un petit rôle, dedans. Et c'est plutôt une réussite. 6,8, une bonne série HBO classique, avec une très belle réalisation, en tout cas ce que note nos users, et un bon scénar, même si parfois l'excès de flashback à première vue, parce que donc ça se situe en fait en 2 époques, l'avant meurtre et l'après-meurtre. Et il y a beaucoup d'allers-retours qui peuvent parfois perdre un peu les users. Mais voilà, 6,8, ça se regarde, c'est du bon HBO. Très bien. Et d'ailleurs, il y a une autre série qui raconte la même histoire, qui est disponible sur MyCanal, puisqu'en fait, The Staircase, c'était aussi une autre série qui était plus documentaire, qui date, qui a pas mal d'années, et qui est aussi disponible justement sur MyCanal. Ce qui fait que si on est fasciné par cette histoire, qui est fascinante d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas véritablement, alors sans spoiler... ça a duré, alors ce qu'on peut dire, c'est que ça a duré 16 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu long. Et évidemment, il ne faut vraiment pas spoiler. Mais je vous invite, là, avec les longues soirées d'hiver et les après-midi, les dimanches pluvieux qui s'annoncent, voilà, ça le fait. Hein, c'est plutôt sympathique. Et bien voilà, et on s'attend à un mois de décembre plutôt cool ou pas? Oui. Non, mais t'es pas obligé de me citer tout le monde. Non, il va y avoir Peacemaker qui est sorti aux États-Unis sur HBO, qui va arriver sur Prime Video. Donc là, c'est intéressant. Première série HBO sur Prime Video. C'est quoi Peacemaker? On sait ce que c'est, Peacemaker, c'est un univers parallèle de DC en fait. C'est un super-héros DC, un peu en mode Deadpool. Tu vois, un peu second degré, un peu décalé, un peu drôle. etc. Un peu vers The Boys aussi. Un peu trash. Voilà, mais moins que The Boys. Quoi. Mais en tout cas, tu sors des codes des super-héros classiques à la Marvel. C'est déjà pas mal. Il y a la série Mercredi. Pardon, non mais il faut que ça m'oriente, je suis désolé, je vais dedans. La série Mercredi tirée de l'univers de la famille Adams, qui devrait être une grosse sortie pour Netflix qui sort là ces jours-ci, si je dis pas de bêtises. Et il y a, alors qui vient juste de sortir hier, c'est pour ça que je l'ai pas chroniqué au jeu, il y a 2 jours. Il y a 1899 aussi par les auteurs de Dark, qui a été un gros succès sur Netflix. Mais il faut s'accrocher, j'ai commencé à la regarder. Alors c'est une très belle série, esthétiquement très réussie. Mais bon, voilà, il faut... les premiers tours sont bons, mais ça s'adresse... Ça fait des nœuds dans le cerveau. Mais ça s'adresse à un certain type de public aussi. C'est un petit peu exigeante. Merci Guillaume. Et on va terminer cette ultra haute émission par notre invité de ce mois. On va parler AVOD. Voilà le retour de l'Ultra Haute Émission avec toujours Guillaume Boutin de Sens Critique, Pascal Le Chevalier de What's Hot Media. Et tiens, tu nous parles souvent de AVOD dans l'actualité, en fait, justement, de tout ce qui touche au streaming. Un nouvel acteur de la AVOD va bientôt arriver. Il s'agit de Nessi et nous recevons son cofondateur aujourd'hui, Ricardo D'Acosta. Bonjour Ricardo. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors voilà, nouveau service qui n'est pas encore lancé, mais on va revenir sur votre calendrier, etc. Dans quelques instants. Mais expliquez-nous un petit peu quel est le pitch en fait de Nessi, parce que c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure dans l'actualité, les services de SVOD s'entrechoquent. On se rend compte qu'on assiste à une concentration de ce milieu-là. Vous vous apprêtez à lancer un nouveau service de VOD. De quoi s'agit-il ? Alors Nessi, c'est la première plateforme de vidéo à la demande collaborative et sans abonnement qui envoie ses utilisateurs au cinéma. Justement, je me suis associé avec mon frère il y a 2 ans de ça. On avait ce projet de monter ensemble une plateforme de vidéo à la demande. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le marché de la SVOD, il est bien rempli avec des acteurs majeurs. Et on ne se voyait pas proposer un énième service. En tout cas, il n'y avait pas d'utilité pour nous. Et on a réfléchi à un nouveau concept. Surtout qu'au moment où on a eu cette idée-là, c'était le premier confinement. Les cinémas étaient fermés. Et on s'est dit,
qu'il fallait trouver une plateforme où on pouvait, entre guillemets, créer un cercle vertueux entre les différents intervenants du cinéma. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de Nessie, en proposant, au lieu de proposer de la publicité classiquement qu'on peut faire sur de la VOD ou un abonnement, et de proposer un financement par des bandes annonces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend par exemple les services Pluto TV ou même les services qu'il y a sur Molotov qui proposent de la VOD avec de la publicité, c'est ce qu'on appelle de la VOD. Exactement. On a de la pub traditionnelle, hein. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur Netflix. Vous dites, il n'y aura pas de pub, on ne verra pas de burgers ou de boissons gazeuses, mais des bandes annonces avant notre programme. Exactement. En fait, on va transposer ce qui existe déjà au cinéma sur une plateforme à VOD. Quand vous arrivez au cinéma, juste avant, alors vous avez des publicités, mais là, il n'y en aura pas. Vous aurez des bandes annonces. Et après, votre film commencera... Parce qu'il faut qu'on ne sait peut-être pas, mais finalement, les bandes annonces qui sont diffusées au cinéma ou sur d'autres supports, c'est de la pub, en quelque sorte. Sur Netflix, c'est pas en quelque sorte, c'est de la pub. Sur YouTube, par exemple, on voit, il y a beaucoup de bandes annonces de films. C'est des spots, c'est ce qu'on appelle des trailers. Ouais. La bande annonce officielle, en général, qui fait 2-3 minutes. Et ensuite, il y a des trailers qui font entre 15 et 30 secondes. C'est ça. Qui ont vraiment vocation à être diffusés dans des écrans Et publicitaires. c'est de la pub, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et vous estimez que c'est plus digeste pour les cinéphiles que la publicité traditionnelle. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'initialement, on avait eu justement cette idée de mettre de la publicité et on s'est aperçu que les Français, on aime bien la gratuité, mais on aime moyennement la pub. Donc c'est pour ça qu'on est allé aussi sur la bande-annonce, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait même des utilisateurs qu'on a audités qui nous ont dit, nous, quand on arrive en retard au cinéma et qu'on loupe les bandes annonces, ça nous embête. Donc c'est vrai que Oui, parce que le spectacle commence avec les bandes annonces finalement. Exactement. Et puis ça permet, les gens apprécient en tout cas ce modèle économique dans le sens où ils nous disent, souvent je sais pas ce qui va sortir au cinéma, ou il faut que j'aille sur un site ou un autre, je fasse la démarche moi-même. Et le fait de, entre guillemets, de lui montrer, le forcer à le voir avant son film, ça lui donne aussi envie d'aller au cinéma. C'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle économique, et puis il n'existait pas comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, Guillaume, comme concept. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense à deux vertus, effectivement. Tu préfères toujours... tant qu'à avoir un service avec de la pub, tu préfères avoir des bandes annonces que effectivement une pub pour un burger ou pour Danone, c'est assez logique. Après la question, moi c'est une des premières questions que j'allais vous poser. À votre lancement, en tout cas dans les débuts, j'imagine que vous n'aurez pas 40 campagnes de films, de bandes annonces. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'effet répétition que risque d'engendrer, je ne sais pas, sur les débuts en tout cas, d'avoir toujours un peu les 2-3 mêmes bandes annonces qui tournent? Alors, c'est vrai qu'on a un challenge au début, mais même si ça avait été de la publicité, c'est d'avoir un trafic assez intéressant pour que les distributeurs qui mettent leur bande-annonce soient un minimum visibles. Donc, on a un peu anticipé ça en proposant en fait les bandes annonces de notre propre catalogue au début, c'est-à-dire pour mettre en avant un peu notre catalogue et voilà, donner envie de regarder ce qu'il y a. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on aura du trafic, on va mettre différentes bandes annonces, mais le but c'est pas effectivement que si vous regardiez 4-5 films, vous voyez 18 fois la même. Non. Donc on va mixer au début, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas mettre toutes les bandes annonces des nouvelles sorties au départ, les bandes annonces de notre propre catalogue avec les bandes annonces des sorties cinéma pour arriver à la fin avec que les bandes annonces des sorties ciné. Alors ça c'est pour les bandes annonces, mais après il va falloir qu'il y ait du contenu derrière. Oui. Et là on rentre dans le dur. Vous allez négocier avec qui pour avoir quel type de catalogue? Alors, on va essayer de négocier avec tout le monde. On a déjà négocié avec une partie des distributeurs, beaucoup français, majoritairement aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui sur le catalogue AVOD, parce qu'effectivement on fait de la VOD, même si c'est des bandes annonces, c'est de la VOD, par rapport à la chronologie des médias, on n'est pas sur... la même temporalité vous êtes que les derniers des derniers, la VOD. Nous, on est The Last. Je me souviens plus le 36. Ah oui, ils ont pris la place de la SVOD à l'époque. 36 mois, avant c'était 42. Ils ont gagné 6 mois. C'est ça, on a gagné 6 mois. On espère que peut-être avec Nessie, plus tard, on arrive à arriver à 18 aussi. On ne sait pas. Non, je pense pas. Faites attention, il y a des barricades. Non, on a bien là, vous avez baissé la tête parce que restez dans les tranchées, je pense que ça va y aller. Ça bouge déjà en ce moment. Là. Oui, ça aussi c'est un autre sujet, non? On ne devrait pas rediscuter la chronologie des médias là, au début de 2023? Le prochain rendez-vous c'est février, je crois. Non, la date butoir est février. Le président du CNC, le 4 octobre, a convoqué toute la profession et a proposé 2 dates postérieures au 4 octobre pour travailler et échanger en prévision de cette fameuse clause de revoyure pour le mois de février.
Donc c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Disney arrive comme ça. Oui. Ouais. Mais il n'y a pas que Disney. hein. Et beaucoup Disney, je crois. hein. Voilà, il y a plein de réflexions. Ils ont mis quand même un gros coup de pression avec Wakanda, avec Black Panther, Oui. qui était à mon avis un faux coup de pression, mais qui était un gros message envoyé aux exploitants. Mhm. En disant, bah ouais, si vous continuez à nous embêter, on vous filera même Black plus nos Panther films. arrivera directement sur Ouais, Disney+. voilà. Mais là, pour le coup, je suis pas sûr que Bob Iger ait envie de continuer dans cette voie du bras de fer avec Avec pouvoirs les publics. exploitants. Ouais. Bah, je pense que Bob Iger, la France, il s'en fout. hein. Enfin, Il y a beaucoup de sujets à adresser là, en arrivant, Tu quand sais même, qu'il a un jardin du côté de Marne-la-Vallée dans lequel on peut aller s'amuser. Donc il y a quand même des rapports assez Un jardin, c'est Disneyland Paris. son C'est jardin. Disneyland Paris, ouais. Ça, d'accord. qui développe. Oui, bien sûr. Voilà. Donc la France, c'est important. Ouais, mais c'est un autre business. Ah, Disneyland, non ça fait partie de la ligne de produits Disney en France. oui, parce hein, que donc, tout est décliné. hein. il y a une Je question rappelle, d'image. tu ne sors pas un programme Disney si tu n'es pas assuré d'avoir derrière la chaîne Ouais, de tout, licensing. hein. ouais, c'est clair. Ça doit se retrouver dans le parc, en magasin, etc., etc. Alors, Ricardo, revenons quand même à Nessie. Vous en êtes où, là, aujourd'hui À quel calendrier Quel pour calendrier? Alors, on est en train de lever des fonds. On vient de démarrer. Quand on vient de démarrer, on a démarré déjà avec nous et notre famille. On a fait un peu le tour des popotes. Et aujourd'hui, on part plutôt sur la partie Business Angel. Alors nous, c'est un peu particulier en tant que start-up. Pour ceux qui connaissent un peu le domaine, nous, on est plutôt en phase d'amorçage. Aujourd'hui, sortir une plateforme comme Nessie, ça demande beaucoup de fonds. Souvent, dans les startups, ils demandent une preuve de concept, un POC, c'est-à-dire faire une mini-plateforme. Mais pour nous, c'est on ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire faire une mini-plateforme avec un film pour montrer qu'il y avait quelqu'un qui allait le regarder, ça n'avait pas de sens et ça ne fonctionnait pas. Donc, on a pris le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a créé une communauté juste avec une idée. C'est-à-dire notre projet, c'est ça, on l'a défini sur les réseaux sociaux depuis bientôt 6 mois. Aujourd'hui, on est quasiment à 10 000 abonnés en expliquant le concept. Et maintenant, à partir de cette base d'utilisateurs potentiels, on est en train de rechercher des fonds via des business angels. D'accord, donc c'est pas pour tout de suite parce que voilà, il pas faut pour trouver tout, les fonds, après il faut lancer la plateforme, C'est ça. négocier, avoir le droits des films. deal avec les producteurs, effectivement, les majors, etc. Et puis il faut quand même un catalogue séduisant parce que même si c'est financé par la pub et par des bandes annonces, il faut que derrière il y ait du contenu qui intéresse les gens. C'est ça. On va mettre des films. On va mettre que des films, parce que vu que c'est une plateforme dédiée au cinéma, il n'y Oui, aura bien effectivement sûr. pas de D'accord. série. Le but, c'est pas d'être concurrent des autres, c'est plutôt d'être une offre complémentaire et de trouver des films qu'on justement ne retrouve pas sur les grosses plateformes. Ça n'a strictement aucun intérêt. Alors tout à l'heure, effectivement, je disais Nessie, c'est collaboratif. Nous, on souhaiterait qu'une partie de nos utilisateurs, en tout cas nos utilisateurs, choisissent une partie de notre catalogue. On les fasse voter. C'est-à-dire, on peut leur dire, on a le droit, par exemple, je dis une bêtise, à ces 30 films-là, quels sont les 15 films qui vous intéressent le plus, et les mettre sur la plateforme. On souhaite aussi choisir nos films par rapport à des notes spectateurs. Voilà, en tout cas, la base de travail. On veut que ce soit plutôt généraliste, on ne veut pas se focaliser plus sur un genre plus qu'un autre. Voilà par quoi on va commencer, en tout cas, au départ. J'ai une question concernant la distribution, puisque les chaînes de AVOD, aujourd'hui, on les retrouve dans des univers bien particuliers, souvent d'ailleurs sur des marques de téléviseurs qui se sont fait les ambassadeurs intégrés, et les principaux distributeurs. Pour Nessie, vous allez être distribué de quelle manière? Alors, on va faire partout. Partout. C'est-à-dire qu'on aura un site web, on aura toutes les applications mobiles, Android, iOS, et effectivement, on a un deal avec les différentes marques de Smart TV. Alors, pas toutes, mais 90%. Alors, deuxième question, on sait que pour être embarqué aujourd'hui sur les Smart TV, il faut passer par des agrégateurs ou en tous les cas des technos qui sont parfois un peu propriétaires, hein, parce que pour intégrer la pub, faire le play-out, etc., si ce n'est pas indiscret, on peut savoir avec qui vous avez travaillé? Avec 2. Pour parler avec 2, on est en train de parler avec Kino, qui est une entreprise française, et on est en train de parler avec Brico, qui est une société américaine, mais qui propose la même chose. Après, pour faire des plateformes AVOD, il n'y a pas non plus énormément de prestataires. Il y en a beaucoup pour faire de la SVOD, mais pour faire de la AVOD, non, il n'y en a pas beaucoup. Et de toute façon, ils vous proposent en fait une plateforme en marque blanche où vous pouvez modifier certaines choses. On avait reçu d'ailleurs un acteur de VOD en marque blanche dans UHE il y a quelques mois de cela. Ouais.
C'était Christophe Minel, si je dis pas de bêtises. Ah, mais ça, c'était pour Shadows. Ah oui, c'était pour Shadows. Mais eux, ils font pas d'AVOD. On les avait sollicités Ah oui, au c'est début et c'était les premiers qu'on avait sollicités et ils faisaient pas d'AVOD. Et je me demandais, pourquoi Nessie? Ciné. Oh putain. Ah ouais. Ah bon, on a pris des fait deux équipes. euros. J'avais pas... Sort. C'est l'âge. Non, ok, pourquoi Je Nessie, ne l'avais pas vu effectivement. non plus. Hein. J'avais Mais il y pas en vu a non plein plus. qui ne voient pas. Et effectivement aussi le petit logo, la mascotte, c'est le monstre du Loch Ness. Souvent on nous dit il y a une tortue, ça n'a rien à voir, ou un dinosaure, mais c'est effectivement le monstre du Loch Ness parce que le surnom du monstre du Loch Ness en anglais c'est Nessie. Et ben voilà. Voilà. Bon, ben on espère pouvoir suivre la progression de votre projet Nessie très bientôt. Merci beaucoup Ricardo. Merci. Ricardo D'Acosta, donc cofondateur de Nessie. Ben voilà, c'est ça aussi ça, UHE. Hein, c'est à la naissance de certains projets et voir de belles histoires entrepreneuriales. Merci beaucoup messieurs, merci Guillaume. On retrouve évidemment Guillaume et toute son équipe sur Sens Critique, hein, voilà, à la fois pour être bien guidé concernant les films, les séries, la musique, les bouquins aussi, Jeux vidéo. et les jeux vidéo. Et puis Pascal Le Chevalier, What's Up Media, voilà, si vous cherchez un expert dans la SVOD, il est là tous les mois, mais voilà, il est aussi pour vous, si vous en avez envie. Merci de nous avoir suivis les amis. Des baptêmes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment le mois prochain sur la chaîne Techno, l'UHE donc. À très vite.